Ça tourne. Je suis tout seul à m'entendre moi en fait. aussi. Ça tourne. On va faire de l'ASMR. Aïe. Voilà, faut prévenir. Non, sinon c'est pas drôle. J'ai même pas de casque. Juste avec eux. Comment ça Hey, se hey. fait Là, ça tourne. Quand le son du clap, bienvenue à tous et à toutes au podcast Viens on fait des films, le podcast qui t'aide à faire Citizen Kane dans ta chambre. Plus précisément, on s'intéresse aux différentes techniques pour appréhender les tournages sans pognon, tout simplement. Je suis Gamin, un des réalisateurs de l'association Groupe 13, et avec moi ce soir il y a Sartman. Sartman, tu es monteur pour la télé. Bonsoir. Et également monteur de certains films du Groupe 13. Tout à fait. Avec nous également Mathieu, tu es scénariste et réalisateur. Tout à fait. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au métier de chef opérateur, ou chef op, hein, comme on dit dans le milieu. Et pour parler de ça ce soir, j'ai invité Vincent et Jean-Mathieu. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vincent, peux-tu te présenter très brièvement à nos auditeurs s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. C'était pas assez bref. Vincent, tu t'avais prévenu pourtant. Hein. Allez, on la refait. Et action. Vincent, jeune chef opérateur, également photographe et étalonneur à mes heures perdues. Et toi Jean-Mathieu? Alors ma formation elle est toujours en cours bien sûr. Moi je suis étudiant, je suis encore étudiant. J'ai fait 3 années, j'ai passé mon bac, j'ai fait 3 années de licence cinéma et là cette année je suis en master. Et dès ma première année en fait je suis rentré dans une asso de ciné de ma fac qui s'appelle Ciné 7, voilà, qui est une asso de ciné à Paris étudiante qui est très dynamique, qui est la plus grosse asso de ciné de France en fait. Et j'ai commencé à faire des petits courts-métrages comme ça avec eux, avec 3 fois rien, avec un petit bridge et tout, enfin sans prise de son, sans rien. Et je faisais des photos à côté et petit à petit, j'ai entendu des propositions de photographes de plateau. Alors j'ai commencé à être photographe de plateau et puis j'ai commencé à éclairer un petit court-métrage et on a vu que je gérais plutôt bien la lumière. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'étais celui qui connaissait à peu près la lumière. En vrai, j'y connaissais rien, mais on m'a dit « Ah, tu voudrais être chef électro pour ce tournage, on a 8 000 € de budget, on a 2 semaines de tournage. » J'ai fait « Ouais, pas de souci. » Et voilà, je me suis auto-formé, j'apprends, tu regardes des vidéos sur YouTube. Et en fait, je suis devenu chef-op comme ça en m'auto-formant à chaque fois pour le projet suivant. L'école de la vie, finalement. Jean-Mathieu, merci beaucoup. Un bisou également au public ce soir. Wouh! Il y a une personne qui nous écoute. On n'a jamais eu autant de public, c'est assez ouf. C'est le deuxième épisode en fait. C'est le deuxième épisode. C'est le début de la gloire. C'est le début de la gloire. Allez, on enchaîne tout de suite. C'est parti, jingle. Ça serait ouf si ça marche. Ah, c'est celui-là, c'est le 3. oui. Bah, c'est le tien, Jean-Marc, effectivement. Évidemment. Putain. Tu fais rentrer. Non, bah, gaffe là. Gaffe. J'ai pas de gaffe, il est fou. pas Faut qu'on est sur un tournage. Je sais pas, t'as pas du scotch, quelque chose. Moi, j'en ai du coup. C'est quoi la différence entre Dieu et un chef-op, Mathieu? Dieu c'est qu'il est pas chef-op. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc les chefs-op quand même, ils sont là-haut quoi. Melon grave. Ouais, ils sont vraiment. Ouais, ils sont pareils. Ok les gars, alors, chef op, qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Question très vaste. Qui commence? Vincent, Jean-Mathieu? Bah vas-y, j'y vais. Basiquement, le métier de chef-op, ou directeur de la photo du coup, c'est celui qui gère la caméra et les lumières sur un tournage. Donc c'est celui qui, avant le tournage avec le réalisateur, va réfléchir à partir du scénario comment on va découper les plans, comment on va filmer, dans quels axes on va filmer selon les déplacements des acteurs. Du coup, en fonction de ces mouvements de caméra, où est-ce qu'on va placer les lumières, quelle ambiance on va donner. Et ensuite, après le tournage, qui se sera toujours bien passé, il va ensuite superviser l'étalonnage. Voilà, généralement, le réalisateur passe de temps en temps, mais c'est principalement lui qui est avec l'étalonneur. Et voilà. Il est responsable de l'image en gros, c'est ça? Oui, c'est ça. Si on résume. Basiquement, oui, c'est ça. On pense souvent que le réalisateur filme, alors qu'en fait non, c'est le chef opérateur qui filme. Le réalisateur, lui, techniquement, il est sur une chaise, il attend que ça se passe, il discute un petit peu avec ses comédiens de temps en temps quand ils se sentent mal préparés, mais sinon le reste du temps, en fait, le réal ne touche pas une caméra. Mais ils ont tout préparé en
Ils ont tout préparé, pardon. Tu vas te couper ton micro. Mais, il sait, il a les acteurs. Non. Ils ont tout préparé en avance. Ouais, Le réal et le chef. et le réalisateur est le chef d'orchestre de tout ça et chacun est responsable de son département. Donc C'est chef ça. op est responsable de l'image, ingé son, Le du chef-op, son. en fait, c'est les yeux du réal. Enfin, c'est C'est-à-dire qu'il traduit visuellement ce que le réalisateur veut. exactement. Celui qui est responsable du film et qui signe le film à la fin, c'est le réalisateur. Voilà. Le C'était pour chef juste, opérateur va pouvoir apporter des idées, va pouvoir... enfin voilà, le réalisateur va dire que la scène se passe comme ça dans tel lieu, et le chef opérateur va pouvoir proposer, ben moi, vu l'ambiance de la scène, je te proposerais de le cadrer comme ça pour accentuer tel effet, je te proposerais de faire un plan dans la durée plutôt pour faire grimper l'émotion doucement. Enfin, il propose des choses, mais c'est toujours le réalisateur qui a le dernier mot. Donc en soi, c'est le réalisateur qui signe le film à la fin. C'est pour ça que techniquement, si on prend la chose à la base assez bêtement, c'est pour ça que le terme de directeur de la photo est intéressant. C'est que le chef opérateur, le directeur de la photo, va vraiment s'occuper de l'esthétique du film. Le fond revient au réalisateur. C'est le réalisateur qui va choisir tel ou tel plan pour après pouvoir trouver le fond qui va s'accorder à son scénario. Mais en Mais soi, le directeur de la photographie choisit comment on le filme. Enfin, quel Exactement. moyen technique on met pour le exactement, filmer. le meilleur D'accord. moyen technique. Et Il tient pas peut-être- forcément la caméra d'ailleurs, il peut juste s'occuper de la lumière. Et rester assis également sur une chaise. Et lui rester aussi. assis sur une Et chaise. Accompagné il du y a un réalisateur. cadreur qui s'occupe juste de cadrer le. Là-dessus, il y a un plan. cadreur et des fois même un pointeur. Peut-être aussi expliquer vite fait ce qu'est un pointeur. Ouais, c'est toute l'équipe image C'est- sur un tournage. Quoi. C'est quelqu'un qui fait le point, quoi. C'est-à-dire que c'est le pointeur, généralement, c'est le premier assistant du chef-op. Donc c'est lui qui va préparer la caméra, qui va s'occuper de tous les firmware, qui va s'occuper de mettre tous les différents accessoires sur la caméra. Et ensuite, une fois sur le tournage, c'est lui qui va être juste à côté, au point, quoi, au focus. C'est sûr que l'image soit nette Voilà, tout le temps. parce Et on que- se rend pas compte du nombre de reports de points. C'est comme ça Ah qu'on oui, appelle oui. quand on fait le point en fait, quand on fait le Oui, focus. parce que c'est- Sur c'est- le- voilà. ouais, Il c'est y en a- jamais- il y en a- il y en a plein quoi. Il y en C'est a qu'on plein. est habitué avec les caméras semi-professionnelles ou amateurs qu'on a dans les commerces, les appareils photo ou autres, que le point se fasse automatiquement. Sauf qu'en fait, les vraies caméras, les grosses caméras, le point ne se fait pas du tout automatiquement, sauf avec des moteurs particuliers qui marchent à l'infrason, etc., mais aux ultrasons. Mais du coup, en fait, il faut quelqu'un qui est là pour gérer le point d'aller de A à B quand le comédien se déplace. Parce que du coup, cette question de point, en fait, est une question très... C'est pas un point automatique, c'est pas un point générique. Si on fait le point à un endroit, c'est qu'on veut faire le point à un endroit. Ouais. Donc il faut le faire manuellement. Il y a vraiment un choix esthétique. En fait, si le point se faisait de manière automatique, à chaque fois qu'un acteur passerait à l'avant-plan devant la caméra pomperait et chercherait à faire le point sur ce qu'il y a de plus près. Alors que du coup, en faisant le point toujours en manuel, on a toujours exactement ce qu'on veut en point. Si on veut que ce soit sur un gros plan, si on veut que ce soit l'œil qui soit net, comme ça, on est sûr que ce sera l'œil qui soit net. D'accord. Donc ça aussi c'est une question d'habitude, j'imagine. Ouais, c'est de l'entraînement. Ok. Alors moi demain je vais faire une web série. J'ai très peu d'argent. Je vais faire un petit court métrage, mais je veux une image un peu travaillée. Alors je fais appel à un mec comme vous. Et à ce moment-là, est-ce que vous me proposez un choix d'objectif ou voilà comment vous appréhendez l'approche d'un projet fait avec une ambition esthétique mais sans moyens? Pour moi, une des premières Je sais pas. un- Je raccroche. Barre-toi. Pour moi, un des premiers rôles du directeur de la photographie, en fait, c'est de soulager le réalisateur de toutes les questions et de tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir en termes d'image. C'est-à-dire qu'on ne va pas te répondre en termes de focale, ben, je te conseille de prendre un 35, un 50, un 85 qui ouvre à 1,8 parce que tu filmes en intérieur. On va pas t'emmerder avec le vocabulaire comme ça. On va essayer de comprendre ce que toi tu veux. Tu vas nous parler de plans larges, tu vas parler de plans serrés, on va voir les situations. Et nous, on fera en fonction. Tu vas nous dire, je veux qu'il y ait du flou derrière. On trouvera les optiques, on trouvera tous les systèmes. On va essayer de trouver techniquement comment répondre aux attentes que tu veux, mais sans t'expliquer toute la technique qu'il y a derrière, en fait. L'idée, c'est que le réalisateur se concentre sur le jeu des acteurs, sur la cohérence de son scénario, sur la cohérence du film, et le chef-op, il le dédouane de toute la Après, partie bon, technique. c'est un autre sujet, on va pas s'étendre là-dessus, mais je pense qu'un bon réalisateur est formé techniquement déjà un peu à l'image. Il sait de quoi il Non, parle. absolument pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques pour être réalisateur. Ouais, moi je pense Non, même non, qu'il attends, doit, c'est pas- il doit savoir se décharger de certaines choses, Ouais. comme le son, comme l'image, comme ces Bien choses-là. évidemment, mais il pour, se rend bien compte qu'en choisissant un objectif de 25, c'est pas le même rendu qu'un 50. Oui, par mais ça, il le exemple. verra. Il a juste à dire oui ou non, ça me plaît. Il le verra, puis après C'est vrai vraiment que génial d'être réalisateur en fait.
Non, mais c'est ça. En fait, après, il y a plusieurs catégories de réalisateurs. Tu as celui qui va en effet s'intéresser à tout ça et le comprendre, et du coup qui va participer vraiment à son film d'un point de vue technique également. Mais j'ai travaillé sur beaucoup de films en fait où quand il y avait un changement de On mange plan de la pizza ce soir. ou un changement de batterie, quand il y avait un changement de plan, le réalisateur s'étonnait que l'écran soit noir. Alors que la caméra était éteinte, on n'avait pas de Il y a un problème là, les gars. Oh, pourquoi l'image est noire? C'est ça, et le mec tapait sur son écran sans comprendre pourquoi l'image était noire, et il y avait un gugus qui passait en faisant mais c'est parce que la caméra est éteinte en fait. Enfin, Ça tourne. Allez, moteur. L'appareil là. Oh. Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. Là, avec les rochers. Là. Moteur, les deux caries, tu les vois? Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Allez, moteur, putain de merde. Allez là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. Et vous savez pas ce que vous voulez, non, vous êtes Tu pas sais, foutu. tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordelique. Tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot. Non, mais on va passer à Sartman. Sartman Bonsoir, Sartman. Bonsoir, en tant que monteur. Spécialiste des interviews. En tant que monteur, est-ce que j'imagine, enfin, t'as pas de rapport direct avec le chef-op, mais comment t'apprends le travail qui te revient entre les mains, quoi? Moi, au niveau professionnel, moi je fais principalement de la télé, et effectivement en télé, voilà, on s'en fout un peu de la qualité, l'esthétique, tout ça. Mais parfois, quand même, j'ai quand même des réals ou des chefs-op qui pointent leur nez en salle de montage, qui sont un peu fait chier sur le tournage, qui avaient des ambitions artistiques, et qui viennent te voir pour te dire ah bah là, voilà, faudrait faire ça et tout. Et alors après, généralement sur ces projets-là où les mecs tiennent à une certaine qualité de leur image, ils vont surtout être en relation avec l'étalonneur, parce que sur ces projets-là, il y a un étalonneur, en plus du monteur. Moi, je vais m'occuper que de monter les images, et il y aura derrière moi un étalonneur, donc c'est surtout avec l'étalonneur qu'ils vont être en relation. Mais ça arrive certaines fois, et oui, moi je suis très pour la division des tâches. Moi, les rapports que j'ai, c'est chacun son taf, quoi. Ils me disent, eux, ce qu'ils envisagent. Ou même par le réal me dit comment il voit l'œuvre globale, dont la lumière fait partie, comme le son, comme les comédiens, comme le montage, tout ça, et tous ensemble, avec notre savoir-faire propre à chacun, on essaye d'aller dans cette même direction, mais c'est vraiment chacun son métier, quoi. T'as deux doigts de dire chacun sa merde un peu quand même. Non, mais c'est mieux quand c'est comme ça. C'est mieux quand les gens sûr. n'empiètent pas sur le métier des autres, quoi. Et moi, les projets où le dernier projet qui a été cet exemple, où j'avais un réalisateur qui avait vraiment une ambition, alors qu'on filmait des huîtres et des croque-monsieur, quoi. C'était vraiment un truc de bouffe assez. Mais ça se assez filme pas naze. n'importe comment. Non, mais et le mec avait des pures ambitions. Il m'a montré plein de choses. Il avait fait, voilà. Et je vais pas tout vous raconter, mais le gars avait vraiment un parti pris très particulier. Sauf que très marin, j'imagine. Sauf que tout a été foutu en l'air par le client à la fin, parce que c'était de l'institutionnel. On travaillait pour un client privé, et qui lui n'en avait rien à foutre de l'artistique, et qui a tout foutu par terre. Donc c'est pour ça qu'il faut que chacun soit à sa place, et chacun se cantonne à sa fonction. Le client aurait dû rester dans son rôle de client à payer, et on aurait eu un truc de qualité. Là, il a voulu mettre son nez dans l'artistique, et ça a foutu le bordel. Voilà. D'accord. En fait, selon l'endroit où tu es, selon le but de ton film, la télé, le cinéma, la publicité, n'importe quoi, en fait, c'est peut-être pas forcément juste une question dont on s'en fout, c'est aussi une question de process. C'est-à-dire que la télé, il faut tout le temps que ce soit alimenté avec un certain type d'image. Il y a un petit grésillement. Ouais. La télé, il faut toujours que ce soit... En fait, tu es dans un flow continu d'images avec un style qui doit passer à la télé entre une pub pour du PQ, un téléfilm sur une femme de ménage ou sur une ange gardien, j'en sais rien. Donc du coup, l'image va avoir un certain look. Et en effet, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que c'est le look qu'elle doit avoir, et point. Quand tu es au cinéma, c'est un peu pareil, même si on a toutes les esthétiques qu'on veut. Si on fait un film de genre, c'est pas la même esthétique qu'un film d'auteur. Si on fait un film d'auteur avec une esthétique trop léchée, ça va discréditer le film d'auteur. Donc, en gros, si Michael Bay demain fait un film d'auteur, ça restera un gros film d'action. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube Le Cinéma de Monsieur Bobine, qui traite justement de ça. Est-ce que Michael Bay est un auteur ? Parce qu'il a une touche finalement particulière. Est-ce que ça serait pas un auteur ? Comme Tony Scott. La question reste ouverte. Je me tourne vers toi, Mathieu.
Parce que tu as bossé avec plusieurs chefs-op Michael sur les web-séries, les courts-métrages que tu as fait. Et du coup, voilà, si tu peux nous dire un mot de ta relation avec le chef-op, s'il te plaît. Et bah, je rejoins pas Vincent, tout dépend du projet. Déjà, ça peut être sexuel. Tout dépend du projet en fait. Si effectivement sur une web série ou sur celle que j'ai faite, c'était pas le plus important, c'était qu'on tourne, qu'on fasse beaucoup de quantité. Du coup, on n'a pas privilégié la qualité de l'image. Alors que sur d'autres projets, j'ai envie que là l'image soit plus importante, parce qu'on a plus le temps, parce que tout dépend du projet tout simplement. Et dans ce cas-là, après, pour le travail directement avec le chef-op, tu dis ce que tu as envie, on en parle, et puis le chef-op apporte ses goûts, sa direction artistique. Et après, pour revenir sur la question initiale, sur les conseils qu'on peut donner, pour faire une bonne image, même sans sous, le premier truc à faire, c'est essayer de trouver une bonne caméra. Pas juste une caméra. Essayez d'avoir une bonne caméra, la meilleure possible. Ouais. C'est la meilleure, mais qui va s'adapter à ton projet. Ouais, c'est ça. Mais enfin, si tu arrives à tourner avec une caméra qui peut enregistrer en log, ou mieux, qui peut enregistrer en RAW, tu gagnes en image. Même si tu n'as pas de lumière à côté, que tu peux pas retravailler ta lumière, tu as une dynamique d'image, tu auras plus de nuances de couleurs, donc ton image fera plus cinéma tout de suite. Que si tu matériel. Ouais. Mais après là, c'est en fonction des relations que tu as, quoi. C'est en fonction des relations que tu as, et puis encore une fois, je mets l'accent vraiment sur la finalité de ton projet. Si tu veux faire un film qui fait cinéma, en effet, trouve-toi la meilleure caméra qui fasse cinéma possible, avec le plus gros capteur possible, pour avoir du flou, pour avoir de la profondeur, et pour pouvoir avoir un signal avec un Loxé ou autre, qui est un format d'image, en fait, qui permet d'avoir énormément de dynamique dans ton image. C'est-à-dire que tu as beaucoup de données dans les noirs et dans les blancs, et au milieu, évidemment. Ça va te permettre de pouvoir retravailler ton image comme tu veux, pour après lui mettre toutes les couleurs que tu veux, la lumière, le contraste, etc. Si maintenant tu veux faire un film façon Rec ou façon Insidious, je crois, ou Paranormal Activity, tu vas plutôt essayer de trouver une caméra qui fasse caméscope, parce que tu veux donner un côté réel. Caméra portée, Voilà, du coup tu vas prendre peut-être une plus petite caméra si tu veux jouer le côté première personne, etc. Tu vas plutôt tabler sur une GoPro. Enfin, l'image ne se réfléchit pas en termes de j'ai une caméra, je filme, ou j'ai un appareil photo et je filme. C'est qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je filme qu'est-ce que je filme, quel est l'héritage de ce que je filme. Je me souviens encore d'une anecdote, je vais être monsieur anecdote ce soir. Je me souviens d'une anecdote en fac de ciné où le prof nous avait raconté qu'une de ses élèves lui avait filé un film qui était un film d'hommage au film noir et qu'elle avait fait en 2,35. Donc c'est du 16/9, un peu plus fin encore. Et il lui avait mis une sale note parce que l'hommage au film noir, c'était des films en 4/3. Et en la gourdasse. Voilà. Et en écoutant ça, je m'étais dit c'est un petit peu exagéré, mais en fait un petit peu dur quand même. C'est quand même un petit peu dur. La pauvre fille, quoi. C'est ça. Elle a fait un film, quoi. Oui, non, parce qu'au final, quand tu veux vraiment faire quelque chose qui est un hommage, quand tu veux vraiment aller dans un style, en fait, il faut te poser la question de quel est ce style. Et pareil pour les web-séries ou autres, tu vas avoir tu vas avoir Plus belle la vie qui est pas du tout faite avec la même caméra que Lost. Ouais, c'est pas le même budget non plus. C'est pas la même ambition. Enfin, mais c'est ça, c'est toute une histoire d'ambition. Qu'est-ce que tu veux raconter ? D'accord, en fait. Mais revenons plus précisément sur la web série. On travaille très souvent avec un 5D, enfin généralement. Pour IPM, on l'a fait avec une caméra pas 5D, c'est une caméra reportage. Dans le cadre du tournage d'une web série ou d'un court métrage, quelle est la configuration de base qu'on peut avoir pour avoir différents aspects ? Idéalement, tu as réussi à avoir un boîtier dont on peut changer les optiques. Donc si tu n'as pas une caméra, une Blackmagic ou un truc comme ça, tu as un 5D ou un truc comme ça. Sony en ce moment. Ouais, ou alors Sony les Sony qui marchent très bien, tous les alpha. Et à côté, tu as des focales fixes. L'idéal, c'est d'avoir... un zoom, c'est très bien en soi parce que c'est très polyvalent et tu n'en as qu'un à te trimballer. Mais une focale fixe, tout de suite, tu vas pouvoir plus ouvrir. Tu vas ouvrir à f2, f1.8, f1.4 parfois. Et du coup, tu vas pouvoir filmer en intérieur sans avoir vraiment de bruit. Tu vas pouvoir jouer sur la profondeur, beaucoup plus jouer sur la profondeur de champ. Donc voilà, pour tourner, la base déjà, si vous avez zéro matériel, c'est d'avoir au moins une caméra. Et dans l'idéal, vous avez un boîtier avec des objectifs interchangeables. Voilà, donc soit un 5D, photo, soit une Blackmagic, un Sony A7S, un truc comme ça, ou un plus petit boîtier, voilà. Et dans l'idéal, vous avez donc soit un zoom qui sera très polyvalent, vous allez gagner en temps avec, ça va être beaucoup plus rapide et efficace, soit vous avez des focales fixes
Ce qui prend un tout petit peu plus de temps parce que à chaque fois que vous voulez changer la largeur du plan, vous voulez faire un plan serré ou un plan large, il faut enlever l'objectif, il faut mettre l'autre objectif sur la caméra. Mais c'est là où les journées de tournage prennent du temps. Il y a un peu de temps qui se perd là-dessus, mais en même temps, c'est de la qualité d'image de gagner parce que des objectifs fixes, ça veut dire que vous allez pouvoir plus ouvrir le diaphragme. Au lieu d'être au maximum à F4, vous allez être F2.8, F2, parfois F1.4. Ça, ce sont voulant dire c'est l'ouverture du diaphragme, le diaphragme étant une espèce de truc métallique à l'intérieur des optiques qui fait que tu vas rentrer plus ou moins de lumière. Voilà, et ça permet en fait de gérer la profondeur de champ. Plus le F est grand, plus la profondeur de champ est grande. Et pour avoir une image de cinéma, l'astuce, c'est d'avoir un F tout petit, F2.8, parce que une des bases de l'image de cinéma, c'est encore une fois de choisir là où est-ce qu'on fait le point. Et du coup, en tournant avec des focales fixes, vous avez plus de flou, une zone de netteté plus courte, et du coup, vous allez plus travailler sur les choix d'images que vous allez faire. Et vous allez pouvoir aussi tourner dans des conditions de lumière plus difficiles. Si vous ouvrez à f1.4, vous aurez beaucoup moins de netteté, mais vous pourrez filmer des plans en intérieur sans devoir monter en ISO et sans avoir du grain dans l'image. C'est quand l'image bruite, quand ça papillonne dans les ombres, quand on perd en définition. Le bruit numérique Oui, c'est ça. Ce fameux bruit numérique. D'accord. Quelle formation vous avez suivie, s'il vous plaît, avant d'arriver chez moi? Donc tout simplement, dans ce salon. Dans ce salon. Cosy. J'ai commencé par une école de cinéma assez généraliste, une école privée de cinéma à Paris, qui m'a plus appris en fait à faire un petit peu de tout. En fait, les écoles de cinéma nous permettent vraiment normalement d'être assez couteau suisse, avec après des formations souvent qui sont les formations de montage, les formations de production, les formations de terrain. Et les formations de terrain, voilà, nous apprennent à être à la fois assistant caméra, chef opérateur, assistant réalisateur, électro-machinaux, enfin tous ces postes qui gèrent un petit peu ou la lumière, ou la caméra, ou l'organisation du tournage. Et c'est en complémentarité, c'est en plus de ces et c'est en plus de ces études que tu peux toi-même après prendre ton appareil photo, prendre ta caméra, puis faire plein d'images, faire plein de petites vidéos qui vont te permettre d'apprendre comment réagit un diaphragme, comment réagit un shutter speed, la vitesse du shutter qui te permet d'avoir une image plus ou moins floue, plus ou moins figée. L'exemple type, c'est les films de combat à la Jason Bourne. Tu as un shutter qui est très élevé, ce qui permet de vraiment figer les images quand les mecs bougent et qui te donne une impression de nervosité et de combat. Bref, tout ça, tu apprends... sur le soldat Ryan aussi. Le soldat Ryan, le débarquement du soldat. Le soldat Ryan et Band of Brothers. Et du coup, tout ça, tu l'acquiers en essayant, en testant, en pratiquant, et pas forcément en restant le cul sur une chaise à écouter un prof qui sera passionnant, mais qui va t'apprendre plus la théorie que la pratique. Ah oui, oui. Je pense que de toute façon, c'est un peu la raison d'être de ce podcast. Je pense que la meilleure expérience, c'est de la vivre. Hein. Donc, viens, on fait des films. T'as vu la transition? Est-ce que vous pouvez nous citer des chefs-op célèbres? Parce que pour le coup, on met tout le temps les acteurs en avant. Et les réalisateurs, même si c'est quand même un peu plus rare, et c'est même juste quasiment inexistant, les chefs-op célèbres. Actuellement, les très grands, il y a Vittorio Storaro, donc, qui a fait Apocalypse Now, qui a fait Coup de cœur, qui fait les derniers Woody Allen, qui a une filmographie, qui a fait les films avec Bertolucci, qui a fait Le Dernier Empereur, qui a 3 Oscars à son actif, qui est un des très gros monstres. Il y a Bruno Delbonnel, qui a fait Amélie Poulain, puis ensuite qui a fait les films avec Sokurov, qui a fait Faust, qui a fait Francophonia il n'y a pas très longtemps. Il y a Vilmos Zsigmond, qui a fait La Porte du Paradis, qui a fait Le Voyage en Enfer. Mais lui, il est mort, effectivement. Mais il était très grand et très, très, très bon. Il y a Janusz Kaminski aussi, qui est le chef-op attitré de le fameux de Janusz, Spielberg. le fameux Janusz. Non, mais c'est vrai que c'est un nom qui revient souvent. Bah oui. Il y a Philippe Roussello aussi. Darius Khondji, qui est aussi Darius un des plus connus, des plus importants. Et... Qui a fait Seven, qui a fait La Cité des Enfants Perdus, Delicatessen, oui. The Lost City of Oz dernièrement aussi. Il y a Peter... Pas mal comme CV. Ouais. Vincent, est-ce que tu valides ou tu Ah oui, Darius Khondji, tout à fait. En fait, c'est l'article d'ailleurs que tu m'as montré tout à l'heure. En fait, c'est que Darius Khondji en fait est capable tellement de s'adapter à chacun des films qu'il fait, mais avec à la fois une technicité et une esthétique magnifique à chaque fois, que il
il est partie prenante en fait dans la réalisation du film en fait. Si le film n'avait pas été filmé par lui, ça aurait pas du tout la même gueule en fait. Il a une patte reconnaissable. Il a à la fois une patte reconnaissable parce qu'il est très bon, tout simplement, et en même temps il s'adapte énormément parce que tu prendrais un Seven de Fincher et tu prends le dernier Woody Allen, c'est pas du tout le même style en fait. Et pourtant c'est le même chef-op. Plutôt bien éclairé. C'est ça. Après, tu as Emmanuel Lubezki aussi que je voulais rajouter parce qu'il tourne beaucoup en lumière naturelle. Mais c'est le chef-op entre autres de Terrence Malick, des derniers Terrence Malick ou de Inarritu aussi. Ou de Inarritu, exactement, voilà. Qui a fait Birdman, qui a fait The Revenant. Il tourne en lumière naturelle, Gravity. mais il arrive à toucher la grâce en 3 images. Quoi. Alors, question un peu naïf, comment tu fais pour contrôler, être un chef-op de lumière naturelle, apparaître Dieu et contrôler le soleil, comment ça se passe en fait concrètement? Tu as assez de budget pour pouvoir dire on tourne quand tu veux en fait. Ouais. Dès que tu as la bonne lumière, tu peux dire on tourne. Sinon tu dis on tourne pas parce qu'il y a un peu trop de nuages. Et donc c'est les nuages qui font sa lumière, qui font le talent du chef-op, bien sûr. C'est les nuages, c'est le soleil à tel moment, c'est la météo, c'est les feuilles dans les arbres selon la saison que tu es. C'est beaucoup de repérage en amont pour avoir les bons endroits. Il y a les très bons endroits, il faut avoir les bons endroits, les bons comédiens au bon moment, avec les bons repérages. Un petit peu de lumière quand même, parce que même si tu es en lumière naturelle, il tourne à l'intérieur, et puis tu as quand même toujours un 18 kg qui est dans le fond. Un 18 kg, c'est un 18 kW. C'est-à-dire qu'à la maison, on a des ampoules qui font 60 watts. Des fois, dans le cinéma, on a des ampoules qui font 18 000 watts. Et qui ont une température de couleur, ce qu'on appelle la température de couleur, ce qui va déterminer si ton ampoule est un petit peu plus chaude ou plus froide, plus jaune ou plus bleu. Et donc voilà, donc c'est des ampoules qui sont souvent plus bleues, donc lumière du jour, lumière du soleil, et tu branches un 18 kg dans le fond, et ben, tu as l'impression qu'il fait soleil presque toute la journée. C'est pratique. C'est très pratique. Et après, pour The Revenant, par exemple, tout le jeu de Lubezki, c'était de repérer dans le Grand Nord que le matin, il y a une heure où le soleil est rasant et où c'est magnifique, et le soir, c'est à peu près pareil. Donc, il tournait 2 heures par jour pendant 9 mois. Voilà. Ah oui. Mais du coup, les lumières sont extraordinaires. Mais il y a uniquement sur un petit moment... Ah bah oui. Quand on est très bien payé, c'est très cool. Il tournait 2 heures par jour. Ah, il y a plusieurs jours, il tournait que 2 heures. Et du coup, ça fait des lumières extraordinaires parce qu'on a toujours le soleil pile comme il faut. Parce qu'un soleil à midi, tout de suite, ça fait des ombres sous les yeux. Et à moins que ce soit vraiment voulu... Un soleil midi en plein été, c'est pas forcément intéressant. Ce qui va être intéressant, ça va être, par exemple, en été, le créneau 19h30, 22h, quand vous commencez à voir le soleil qui se couche, vous commencez à avoir une lumière plus orangée, vous commencez à avoir des contrastes. Donc c'est tout un jeu là-dessus, quoi. On s'approche du chien et loup à ce moment-là. C'est ça. Mais après, entre chien et loup, ce qu'il y a, c'est que ça diminue très rapidement après. Donc en fait, il y a une demi-heure où on est très bien, et ensuite ça baisse très vite et on est plus raccord sur les différentes prises. Ici, je vais enchaîner vite fait parce que oui, en effet, c'est la direction de la lumière est très importante pour les raccords. C'est peut-être un truc que tu voulais aborder tout à l'heure, mais là, vu que tu en parles, c'est vrai que c'est très important pour le monteur. Nous avons Sartman à côté de nous là, qui est monteur et qui va peut-être valider ça. Quand tu fais un premier plan, un gros plan d'une personne qui mange un kebab à 6h du matin avec un lever de soleil et que le plan suivant, il est en train encore de manger son kebab à midi, t'as forcément un défaut de raccord de lumière si t'as pas. Ça veut dire qu'il met beaucoup de temps à manger son kebab. Et à ce moment-là, j'ai envie de refiler le bébé à l'étalonneur. Je dis, démerde-toi. Les plans ne sont pas raccords, tu vas les rendre raccords. Alors, on a fait une erreur tout à l'heure, c'est de ne pas présenter l'étalonneur, justement. Est-ce qu'on peut dire juste un mot assez rapide sur ce qu'est. C'est un ami à vous, l'étalonneur, ou c'est un ennemi? C'est son surnom. L'ami. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'étalonnage? L'étalonneur, c'est le fameux. Lui et le mec des effets spéciaux. C'est les deux qu'on évoque souvent sur les plateaux quand on dit on verra ça en post-prod. On verra ça après. Ça, c'est une phrase qu'on retrouve toujours sur un tournage quand on est dans une situation qui nous convient pas et qu'on sait pas comment faire, mais qu'on doit le faire. Non, mais c'est bien de prévenir les gens qui vont écouter. Quand on dit on verra ça en post-prod, c'est que non. On sait pas vraiment comment on va faire, mais qu'on va y arriver. Faut le dire tout de suite. Toujours, si il y a moyen de faire quelque chose au tournage, en vrai, faut le faire au tournage en vrai. Forcer à le faire au tournage. Je suis pas en train de dire qu'il faut compter que sur la quand post-prod. on a le choix entre post-prod ou au tournage, faut toujours le faire en vrai. Si on a à faire un changement de lumière ou un petit truc, un petit effet, un truc de fumée ou un truc de pluie ou j'en sais rien, toujours tenter de le faire en vrai. Si on le fait en post-prod, ce sera déjà moins bien.
Et parfois ce sera galère, donc non, toujours Non, mais voilà, c'est pour ça, privilégier c'est les pas effets vraiment de- pratiques. Oui, mais voilà, mais bien sûr, les effets pratiques, oui. Mais c'est pour ça que je parlais, moi, de. Enfin, ou alors j'ai eu de la chance, mais moi, dans mon expérience, on a toujours su corriger en post-prod. Non pas que ce soit le filet de. Si, c'est un filet de sécurité, en fait, sur lequel il ne faut pas se reposer, mais savoir que tu peux retoucher ton image derrière, franchement, ça a sauvé pas mal de situations. Pour revenir du coup, pour présenter le métier d'étalonneur, c'est celui qui va gérer, on parlait des raccords justement, c'est celui qui va faire en sorte que son premier boulot, c'est que l'image soit continue en fait. On va faire des prises de vue, on va les faire à midi, on va les faire le soir, il va y avoir un nuage qui va passer au milieu. Il va faire en sorte que tout ça soit continu, qu'on ait l'impression que la lumière ne varie pas, même s'il y a des nuages qui passent, même si on tourne un plan d'une semaine à l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà. Il veille d'abord à la continuité de l'image. Et ensuite, la deuxième chose, si on a des sous et qu'on a une bonne caméra, c'est qu'il va aussi pouvoir travailler sur les couleurs, il va venir travailler sur les contrastes, il va renforcer, il va densifier l'image, il va lui donner un certain style, un certain grain, un certain piqué. Donc il peut y avoir un travail artistique d'étalonnage, toujours supervisé par le chef opérateur, mais ça c'est uniquement dans des cas où on a la matière suffisante parce qu'on a une caméra qui enregistre suffisamment. Encore mieux, c'est quand le chef-op et l'étalonneur sont la même personne. Vincent, parce que Vincent, tu fais les deux par exemple. Je fais les deux. Du coup, c'est encore mieux, tu prépares sur le tournage, tu sais comment tu vas étalonner derrière. C'est à la fois une qualité et un défaut selon les projets, parce que du coup, c'est toujours bien d'avoir un autre interlocuteur, parce que ça apporte un point de vue différent, ça apporte un œil et une technique différente. Mais en effet, c'est assez pratique, parce que, en tout cas, même si je ne peux pas forcément être un bon étalonneur et un bon chef opérateur en même temps, l'un et l'autre, en fait, se nourrissent. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait de l'étalonnage m'a appris beaucoup de choses sur l'image, sur une continuité d'image, sur des raccords, sur la possibilité que j'avais de récupérer justement dans les hautes lumières, dans les basses lumières ou autres. Donc, du coup, c'est quelque chose de très intéressant. Et en tant qu'étalonneur également, c'est-à-dire que le fait d'être chef opérateur me permet de filmer en pensant à l'étalonnage après. Et quand je suis étalonneur, ça me rend bien service, parce que quand je me dis je verrai ça en post-prod, je sais ce que je voulais dire. Du coup, voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre relation avec le réalisateur d'une part et les acteurs après? Moi, je voudrais juste ajouter une petite chose à ce sujet, c'est que en fait, la relation avec les acteurs, moi, quand je suis chef opérateur sur des projets, elle est assez mince en soi. C'est-à-dire que on a vu auparavant avec le réalisateur le déplacement qu'allaient faire les acteurs, et on a vu aussi l'état d'esprit dans lequel ils allaient être pour construire l'ambiance lumineuse. Mais en soi, je vais beaucoup plus m'intéresser au déplacement des acteurs que à leur jeu. Donc pendant le tournage, et je vais très peu venir parler aux acteurs en fait, je vais discuter si j'ai l'impression que l'acteur serait mieux s'il était tourné un peu plus à droite ou s'il levait la main gauche plutôt que la main droite, je vais le dire au réalisateur, je vais lui proposer, et si lui juge que c'est intéressant, que ça apporte quelque chose à l'image et que ça ne vient pas corrompre le jeu, il va aller le proposer à l'acteur, mais il y a toujours cet intermédiaire du réalisateur en fait. Moi personnellement, je ne parle jamais aux acteurs. Il y a un assistant qui le fait pour toi, bien sûr. Ça peut aussi être quelque chose d'assez étrange, la relation chef-opérateur-comédien, parce qu'en fait, le chef-opérateur, du coup, passe son temps à regarder le comédien. Il regarde la lumière, tout simplement. La lumière qui est dans ses yeux, sur sa peau, sur un reflet, sur plein de choses. Et du coup, les comédiens, qui ne sont pas forcément habitués au début, regardent les chefs opérateurs en disant mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça en fait, et alors que non, on ne regarde pas, on regarde juste la lumière. Du coup, ça peut être problématique dans la mesure où tu regardes pas le jeu, tu regardes la lumière, et que voilà, enfin c'est ça bien effectivement c'est intéressant pour les acteurs de comprendre que quand le chef op s'occupe de l'image, en tout cas il faut il ou elle soit rassuré qu'il va être bien éclairé. Oui, parce qu'il y a aussi cette légende qui veut que tous les comédiens et comédiennes sur un plateau, non Dieu que pour le réalisateur et pour le chef-op, parce que ils savent bien tous que c'est le chef-op qui est responsable de son image, de sa beauté, de ce qui va être bien au résultat final à l'écran. Et il y a une légende qui veut que sur un plateau, voilà, le comédien peut chier sur toute l'équipe, sauf sur le chef-op et le réal. Généralement, c'est ce qu'on entend. Elle peut s'énerver contre le chef-op après avoir vu les images. Mais jamais sur le tournage. Alors, j'enchaîne justement sur la question suivante. Quelle est la pire expérience formatrice? Alors, une pire expérience, c'était pas une pire expérience dans le sens où le tournage a été un moment vraiment formidable. Et on avait un ami qui nous avait dit mais il n'y a pas de souci, je m'occupe de l'étalonnage, c'est moi qui
je vous remettrai toute la couleur comme vous voulez et tout. Et donc j'étais chef-op sur ce projet et on n'a pas réussi à se combiner avec l'étalonneur pour qu'il fasse l'étalonnage avec moi, pour que je sois derrière lui pour voir. Il m'avait dit je ferai ça et je t'enverrai. J'avais dit ok, pas de souci, voilà. Et en fait, grosse erreur. C'est-à-dire que au moins sur les premiers jours, le chef-op doit être derrière l'étalonneur, au moins venir une fois par jour, quoi, quitte à bosser quelques heures avec lui, parce que c'est extrêmement compliqué de dire ce qu'on veut en images. Je voulais qu'il fasse des couleurs plus peps, qui rendent les couleurs plus saturées et tout. Il testait des trucs, mais ça me convenait pas. J'arrivais pas à rendre. On avait beau parler avec des images, j'arrivais pas à faire. Donc voilà, un grand conseil si vous êtes chef-op sur un projet et que ce n'est pas vous qui faites l'étalonnage, bossez avec l'étalonneur. Si vous tenez au rendu de l'image, il faut être avec lui, pas pour le fliquer, mais juste pour qu'il soit dans les directives qui étaient prévues à la base. Tu as compris, étalonneur, tu nous écoutes? Vincent? Donc les deux, puis après tu verras. Ok. Sur un court-métrage, sur lequel j'étais chef opérateur, sur un court-métrage, j'ai commencé à vouloir éclairer une scène et j'ai commencé à mettre plein de projecteurs partout. Dès que je mettais une lumière, il fallait que je crée du contraste, donc j'essayais de mettre une lumière ailleurs pour créer plus d'ombre, ça faisait une sale ombre, Puis au bout de peut-être une demi-heure, une heure, avoir positionné à peu près 15 lumières à droite à gauche, je me suis rendu compte qu'en fait ça ne marchait pas du tout. Et qu'il fallait repartir à la base. Et la base, c'est quoi? C'est l'éclairage triangulaire. C'est-à-dire que tu mets une lumière derrière en contre, qui va te permettre de silhouetter, ce qu'on appelle silhouetter le personnage, ça va le détacher du fond. Ensuite, tu mets une petite lumière en face, mais un peu sur le côté pour donner de l'ombre, pour créer du contraste. Donc du coup, ça va éclairer un visage, ça va faire un petit peu briller les yeux si c'est dans l'axe ou autre. Et ça va te montrer ton comédien. Ensuite, tu mets juste une autre lumière de l'autre côté pour enlever un petit peu de l'ombre, pour enlever un petit peu d'ombre, parce que sinon c'est beaucoup trop contrasté. Et du coup, tu te retrouves avec une lumière qui est beaucoup plus simple. Le comédien peut bouger dans cette lumière, c'est esthétique et c'est la base en fait, c'est l'éclairage triangulaire. Et donc voilà, t'as mis une heure d'install pour rien. Pour revenir à la base. Pour revenir à la base, et en 10-15 minutes, c'était fait. Donc on peut tout tourner avec 3 mandats, c'est ce que tu es en train de nous dire. Alors les mandats, oui, c'est des éclairages de base, tu peux trouver dans le commerce. C'est compliqué. Et donc notre expérience, donc du coup, c'est sur un tournage, on avait un extérieur, on avait une scène de fusillade à éclairer, avec des départs en voiture, des groupes qui arrivaient à droite, à gauche, des mecs qui tombaient, etc. Et on tournait de nuit. Pour ça, on avait 2 groupes électrogènes, on avait 5 ou 6 projecteurs assez puissants, on avait du 5 ou 6 kilos. Et un des deux, donc on commence à tout installer pendant qu'il fait jour. Une fois que tout est installé, ça marche bien, on fait un premier essai, ça tourne nickel. Et au moment où on va tourner, un des 2 groupes électrogènes nous lâche. Alors déjà, on perd la moitié de la puissance, ça veut dire qu'on perd la moitié des projecteurs. Et sur les 3 projecteurs que je pouvais encore brancher, il y en a un qui me lâche aussi. Donc du coup, je me retrouve à avoir 2 projecteurs au lieu de 6, sachant que les autres ne marchaient plus non plus, parce que le groupe électrogène avait créé un court-jus qui avait flingué tout. Et finalement, je me retrouve donc à devoir éclairer toute une scène avec juste des phares de voiture et 2 pauvres projecteurs. Ça, c'est un grand moment de solitude, ça s'appelle. Mais non, attends, parce que justement, il est en train de dire qu'au final, ça rend bien, quoi. Au final, ça rend bien, c'est-à-dire qu'au final, ça donne un côté plus réel. Donc ça, c'est aussi une grosse question, le cinéma. C'est génial. Tout ça, mais du coup, ça marchait vachement bien parce que du coup, ça faisait vraiment comme si les flics étaient arrivés avec 2 pauvres projecteurs pour braquer sur la scène. Les bagnoles avec les phares, du coup, faisaient le reste de la lumière. Et ça marchait bien en fait. Et finalement, je me retrouve avec un éclairage très simple, très contraste, mais qui marche bien avec la scène. Il fait nuit, donc c'est sombre, voilà. Mais il y a un grand moment de solitude quand même pendant 5 minutes. J'ai peur. Putain, ouais, tu te dis merde, attends, on va reprendre les bases. Non, je peux pas, j'ai pas assez. Donc voilà. Et pour rebondir sur ce truc des plans où on passe 30 ans à les éclairer, moi j'avais eu sur mon premier court-métrage en tant que chef électro, j'avais eu un grand escalier en colimaçon très très large à éclairer. Et on avait 6 projecteurs, mais c'est des petits Fresnel, donc c'est vraiment le petit projecteur de base. Et le réalisateur voulait que je fasse des ombres, voulait du contraste, voulait que ça fasse un peu expressionniste et tout. Et j'avais passé, chrono en main, 1h30 à placer les différents projecteurs. En plus, il voulait des jeux de couleurs différentes, donc il fallait que ce soit bien dosé et tout.
Et j'avais passé 1h30 pour toute la lumière de l'escalier. Et au final, le plan a été coupé au montage parce qu'il était pas jugé assez dynamique. Voilà, on trouvait que ça ralentissait l'histoire. Ah, mais c'est Voilà. pire que la tienne. Parce que toi, au moins, la scène est dans le montage. Quoi. Si des jeunes motivés veulent vraiment faire une école de chef opérateur, il y a la FEMIS qui propose ça, ou il y a Louis Lumière, qui sont les deux écoles qui officiellement vraiment proposent, en France en tout cas, des vraies formations de chef opérateur. Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie et Non, mais tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Ça devient... Mais écoutez, le Perchman n'est pas là, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Il est con, celui-là aussi. Oh. Nous arrivons à la dernière question de cette première partie du podcast. Quel conseil vous donneriez aux apprentis chefs opérateurs? Les gars, vous pouvez participer aussi. Hein. Je vois que Sartman est sur son portable. Il est en train de... Quelle est la question Alors, quel conseil pour les futurs chefs opérateurs? Mais vous pourrez également donner votre avis tous les deux. Les gars, merci s'il vous plaît. Et action. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir d'abord sur les qualités qu'il faut avoir pour être chef op. La première qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être ponctuel. Il faut être là à l'heure. Non, mais c'est un truc essentiel. Alors, pour le coup, je pense que c'est tout le monde sur le plateau doit être à l'heure. Ouais, mais vraiment. Là, pour le coup, même le Real, il a le droit d'être en retard. Voilà, il arrive à 11h30. Non, mais je veux dire, en tant que chef op, bien sûr, mais en tant qu'assistant, la base, c'est être ponctuel. Le deuxième truc, c'est qu'il faut être efficace. Genre, on vous demande d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher un cube, une gueuse ou un truc comme ça. Vous devez revenir avec. Il faut... Envoie ton stagiaire. Ouais, enfin quand il n'y en a pas, parce que là, je pense que ça s'adresse plus à des gens qui n'ont pas de stagiaire. Voilà, en fait, il faut être efficace. On peut pas dire non à un réalisateur. Il faut lui dire, je te propose ça. Ou il faut faire les choses. Il n'y a pas d'excuses. On est responsable de l'image. Enfin, il faut qu'il y ait une bonne image. Il veut ciel bleu, là, t'es quand même emmerdé. Tu te débrouilles, tu trouves un système, tu trouves un filtre, tu trouves... Tu lui donnes une bonne excuse pour que sa scène il la tourne de pluie. Exactement, tu peux trouver ça aussi. Mais voilà, il faut être efficace et réactif, quoi. Efficace et réactif. Vincent, un petit conseil pour les padawans? Efficacité et réactif, ça c'est un très bon truc. Après, c'est vrai que chef opérateur, il y a à la fois, je dirais évidemment, comme toujours avec tout, il faut de la pratique. Il faut pratiquer. Vous prenez un appareil photo et vous prenez des photos avec en manuel si possible. Vous prenez une caméra, vous filmez avec et vous essayez d'obtenir ce que vous voulez. Après, il faut un grand sens de l'observation et être un peu malin parce qu'il faut déjà savoir placer des lumières pour que ça soit un minimum esthétique, mais il faut surtout savoir observer les choses parce que c'est dans le décor que tu vas pouvoir avoir déjà des couleurs qui jurent un peu, parce qu'être chef opérateur, c'est savoir aussi accorder les couleurs avec le chef décorateur. C'est savoir que si tu as une fenêtre dans le champ, que la lumière est cramée dehors, donc surexposée complètement, il faut se démerder pour mettre un drap, pour mettre un rideau, pour mettre un truc, ou pour filmer autrement, ou pour attendre 10 minutes que le soleil baisse. C'est des petits tips d'observation qui font que du coup ton image va être beaucoup plus belle. On parlait tout à l'heure de comment fait un chef opérateur en lumière du jour. Pour être un bon chef opérateur, c'est qu'il est patient, il est observateur, il est ponctuel. Et voilà, et du coup il sait quand filmer, où filmer, comment filmer, et ça fait une très belle image. Voilà, ce qui est pas pour un film, c'est peu une bonne chose d'avoir une image propre au final. C'est quand même la base. D'accord. Mathieu et Sartman, est-ce que vous avez un conseil à donner aux auditeurs vis-à-vis du poste de chef op? Qu'il faut s'intéresser à la lumière parce que c'est pas le premier truc auquel on pense d'abord à l'histoire, peut-être au jeu des acteurs ou peut-être juste au cadre, mais la lumière c'est pas un truc qui vient naturellement, je trouve, en tant que réalisateur dans la création du film où on doit penser à tous les aspects du film bien sûr, et la lumière a une place essentielle et on se rend pas compte tout de suite dans les premiers projets qu'on fait que c'est aussi important en fait, et que finalement avec le temps faut peut-être mieux une bonne image que... Oui, et ne pas négliger qu'on peut dire des choses avec justement la lumière, les couleurs, les contrastes, la mise au point, la profondeur de champ. Le dialogue à la Tarantino, ouais, c'est cool, mais Tarantino, il a un bon chef-op aussi, ou voir il est lui-même. Tout à fait. Et si moi je voulais revenir, on n'en a pas eu l'occasion trop d'en parler, mais moi j'ai eu une expérience très récente où j'ai eu un chef opérateur en prépa.
en prépa du tournage d'une web-série. Et je l'ai pas eu au moment du tournage, mon chef-op. Il était plus dispo au moment du tournage. Et je veux dire que, même s'il était pas là, et que j'ai dû On a pensé très fort à lui. J'ai dû faire ma lumière tout seul comme un con. C'était bien, c'était très très bien de l'avoir eu en prépa. Il m'avait donné pas mal de conseils sur les objectifs, sur les choses à faire, les choses à pas faire, la couleur du décor. Il nous avait, je l'avais beaucoup mis en relation dès le début du projet avec le chef décorateur. Et je sais pas si les gars ont des choses à dire là-dessus, mais je veux dire que le chef-op n'a pas à être là qu'au moment du tournage. Il peut aussi être très 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 utile en préparation du tournage. Est-ce que je dis des conneries ou est-ce que j'ai raison, les gars? Je t'ai lu des trucs, s'il dit de la merde, hein, n'hésitez pas. Je confirme, c'est déjà bien d'être en prépa, et puis il faut surtout faire attention à une chose qui est primordiale quand on filme, c'est le clap. Ah, vous avez pas dit le clap. Les gars, ils sont obsédés par le clap. On a dit comment Jean-Mathieu. Quel est le problème autour de ce clap, quoi? Faites un bon clap, apprenez à faire un bon clap et protégez les oreilles des comédiens, s'il vous plaît. Il y a un point qui est assez important aussi quand on débute. On n'a pas évoqué, ouais, faut en parler absolument. On n'a pas évoqué, voilà, c'est que quand on débute, en fait, on a tendance un petit peu à filmer, on oublie que la carte se remplit déjà, donc il faut faire attention à ça. Et il faut surtout faire attention à bien sécuriser ses rushs. C'est la base, parce qu'en fait, quand tu tournes toute une journée, qu'il a plu, que tout le monde s'est levé très tôt le matin, que tu as dépensé tes petits billets juste pour avoir du décor et de la lumière, etc., et que tu arrives le soir et qu'en fait ta carte tombe en rade ou que ton seul disque dur tombe en rade, et tu te retrouves comme un con sans avoir tes rushs et à devoir tout retourner, et ce qui est souvent très très compliqué quand t'as pas déjà les moyens de tourner une première fois. Donc en fait le truc c'est déjà de doubler. C'est ce qui peut arriver de pire. Mais en vrai, ça vous est déjà arrivé ça de perdre des rushs et de devoir retourner? Ah oui. Bah moi j'étais assistant caméra et le chef-op il a dit bon bah ok c'est bon, on peut formater la carte, c'est bon les gars, allez-y. Il formate et puis il fait bien. Qui a copié? Je vais faire le backup de la journée. Et il se rend compte qu'il venait d'effacer les rushs de la journée. Et voilà, alors, formater la carte. Ah oui, il est un peu con. Les gars, les filles, faites gaffe. Et en plus, ouais. Moi, ça m'a traumatisé. Hein, il faut forcément faire un backup. Et il faut pas faire un backup en fin de journée. Il faut faire un backup midi à la pause soir. du midi. Oui. Et tu fais la copie sur 2 disques durs différents. Et le soir, les disques durs vont dans 2 maisons différentes. Comme ça, s'il arrive le moins de soucis, t'en as toujours un. Non, mais vraiment, en cas d'incendie ou alors il y en a un qui fait tomber son sac ou qui se fait piquer son sac ou un truc comme ça. Comme ça, il y a toujours au moins une sauvegarde des rushs. Il faut faire les backups. Et c'est hyper stressant pour celui qui fait les backups. Ah, voilà. Non, mais c'est ça. Bien classé, parce que c'est un merdier après pour l'étalonnage, pour le montage, c'est un merdier. Ouais. Il faut faire jour 1, carte 1, machin. Et tu fais ça, tu fais ton arborescence comme il faut. Et ne jamais retoucher l'arborescence. Ne jamais toucher. Vous copiez l'entièreté de la carte. Voilà, vous copiez le premier dossier de la carte, vous le copiez. Vous n'allez pas copier tous les petits dossiers. Vous prenez le dossier global qui est au tout début. Et vous copiez ça dans jour 1, carte 1, voilà. Ne jamais renommer ses rushs. Jamais au grand jamais. C'est quand on a des rushs et qu'on fait un montage, un étalonnage avec autre, on les copie. En effet, on les copie brutes, bêtes et méchants. Ou alors on passe par un logiciel qui va les décompresser dans un autre format qui sera plus light pour pouvoir ensuite faire le montage plus facilement, etc. Mais on ne retouche jamais les noms, parce que derrière, tu pourras jamais retrouver tes rushs, en fait. Et du coup, tu pourras jamais retrouver la qualité initiale pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. Donc la question, est-ce que je peux formater, une question qui fait stresser tout le monde, on est d'accord. Celui qui devra appuyer est-ce que je peux sur formater, en fait. C'est ça. Et Jean-Marc, il me semble que tu refuses de le faire maintenant, toi. Je refuse de le faire. C'est dans ton contrat, tu ne fais jamais formater la carte. Jamais. Ne formatera pas. Ouais. Voilà. Quelqu'un le fera, mais pas moi. Ah, c'est une condition Non, mais pour même se quand je suis payer capable. Jean-Marc Crédit, quoi. Même quand je filme, même quand je réalise pas, c'est pas moi qui prends la responsabilité du formatage de la carte. C'est admis dans l'équipe, si tu veux, ils le savent, tu vois. C'est une vanne récurrente. Quelqu'un le fera à ma place et fera évidemment la bonne blague. Ah putain, t'as fait les backups ou un truc comme ça, tu vois. Et... Ah non, fallait pas effacer. Voilà, ou alors, Ça, le c'est moment bien. où t'appuies sur formater. Ah mais non. Et voilà. Et c'est très marrant. C'est très drôle, ouais, c'est très drôle. C'est vrai qu'on rigole bien. Voilà. Bah, ça sera le mot de la fin pour cette première partie. Merci à vous d'avoir suivi. Pour ceux qui vont lâcher le podcast maintenant, est-ce que vous pouvez donner Bah tant pis pour vous. Non. Des liens où on peut voir ce que vous faites, où on peut vous retrouver après sur les réseaux, sur les internets et autres réseaux sociaux, s'il vous plaît les gars, c'est le moment de mettre en avant votre Twitter ou autre Facebook. Si vous voulez vous présenter à nos auditeurs, c'est maintenant, vous n'êtes pas obligé, mais c'est comme vous voulez. Oui, moi j'ai une page en tant que photographe.
donc jsjm.freno.fr, Freno, F-R-E-S-N-E-U. Et j'ai une page Vimeo aussi, donc vous tapez Jean-Mathieu Freno et vous tomberez sur 3-4 des courts-métrages que j'ai fait en tant que chef-op. Très bien. Vincent, est-ce que tu veux balancer ton 06 en direct? Tu peux aller faire un tour sur mon Instagram pour voir les photos et l'univers esthétique que je propose. Donc c'est Vincent Vandries, tout simplement. V-A-N, voilà. Vous cherchez Vincent-Lums, L-L-U-M-S. C'est un mot espagnol qui veut dire lumière. Ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Très bien, bah écoutez, merci les gars. Jean-Marc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Moi sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver, je suis assez présent. Non mais voilà, on va finir sur cette bonne blague, cette première partie. Non mais ça sera dans la description du podcast. Est-ce que je peux faire une dédicace peut-être? C'est le moment. C'est pas grave, j'ai toujours rêvé de dire ça. Ah d'accord, un gros bisou. Vraiment. Un bisou je sais pas où moi je suis. GG si tu nous vois. Il se reconnaîtra. Ok, un gros bisou. Clap de fin éventuellement. Moteur. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Allons-y. Moteur.